Tracé. 2 mètres. Tracé. 2 mètres. 0,8. 0,6. 0,6. 0,3. Nous sommes à Sampuy, dans le département de l'Oise, dans la cour d'un orphelinat. C'est ici que la Troisième République, celle de Jules Ferry, de Ferdinand Buisson, de l'école laïque, gratuite et obligatoire, a permis de 1880 à 1894, et pour la première fois dans l'histoire de l'éducation, la mise en pratique de méthodes pédagogiques prônées par les militants révolutionnaires, socialistes, anarchistes. C'est ici plus spécialement qu'un pédagogue, aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli, Paul Robin, mettra en œuvre sa théorie révolutionnaire de l'enseignement intégral. C'est ma liberté. Quoique né en 1837 dans une famille catholique bourgeoise, Paul Robin devint très vite un militant anarchiste révolutionnaire convaincu. Il aura une vie très tumultueuse, sera plusieurs fois mis en prison, exilé. C'est d'ailleurs au cours d'un de ses exils en Suisse qu'il rencontre Ferdinand Buisson. Et ce même Ferdinand Buisson confiera à Paul Robin l'orphelinat de Sampuy. Et là, dans cet orphelinat, Robin va tenter de mettre en œuvre son idéal pédagogique. Quel est cet idéal pédagogique ? Il consiste à affirmer l'égalité radicale de tous. Plus d'intellectuels et de manuels, plus de barrières entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent, plus de barrières entre les littéraires et les scientifiques, plus de barrières entre les garçons et les filles. Tout le monde doit pouvoir accéder à tous les savoirs. C'est l'égalité radicale de tous devant l'instruction, devant l'éducation. Alors la question que nous pose Paul Robin, à travers ses expériences pédagogiques, c'est: suffit-il de décréter l'égalité, l'égalité entre garçons et filles, l'égalité quelles que soient les origines sociales, pour que cette égalité passe vraiment dans les faits? Les corrections de tout ça, hein? On se situe dans une filiation lointaine, mais une filiation parce que il apparaît effectivement que les enfants sont mis dans un cadre qui s'approche du mutualisme ou du tutorat mis en place par Robin et par d'autres aussi à la suite à l'époque. Donc c'est vrai qu'on est dans cette mouvance-là de formation, auto-formation. C'est en droite ligne dans la philosophie qu'on a pu rencontrer chez Robin. Je travaille avec Modibo. Il n'a pas progressé, il a loupé plein de séances, il ne veut plus travailler quand je lui explique quelque chose. Il se fout de moi quand il lit et il ne fait pas d'efforts. Je passe mes récréations à le chercher. Donc là, je sais pas, mais très négatif. Ça, c'est pas... Donc est-ce que, en fait, le problème, c'est peut-être que c'est pas un problème de lecture, là. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un problème. Modibo, c'est un garçon. La personne qui a écrit celui-là, c'est un garçon. On dirait qu'il travaille mieux avec les garçons qu'avec des filles. Il faudra peut-être lui poser cette question-là. En 1880, quelques années après la Commune de Paris, c'est dans un climat de véritable guerre idéologique et scolaire que Robin devient directeur de l'orphelinat de Sampuy. Les républicains veulent se battre. Ils ont conclu une alliance entre la frange éclairée de la bourgeoisie et la frange réformiste du mouvement ouvrier, mais ils ont besoin d'autres alliés. Ils vont les chercher chez les militants révolutionnaires comme Paul Robin. Robin est séduit par le discours de Jules Ferry. On y parle d'anticléricalisme, de lutte contre l'emprise de la religion sur les enfants. On y parle de liberté et d'émancipation. Et quand Robin entend émancipation, ça résonne très fort en lui parce que c'est ça, précisément, son idéal pédagogique. Alors, là, par contre, on va lire ce texte à voix haute. Celui-là ? Oui. Ok. Je me souviens que en CO2, on avait escaladé un mur. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, barbelé? Non, c'est des fils avec des petits pics qui empêchent les animaux de passer. On partait à pied. Non. Pied sur le chemin. Robin veut une société parfaite, une société qui subvertisse toutes les formes d'autorité, de ceux qui disent ce qu'il faut faire. Paul Robin veut réaliser
une véritable république d'enfants, fondée sur l'égalité, la liberté, la fraternité. Et à Sampuy, dit-il, nous marchons vers ce beau rêve. Alors le tutorat ou l'enseignement ou l'atelier mutuel, c'est quelque chose qu'on met en place parce qu'on a évidemment l'impression que les enfants vont expliquer les choses d'une autre manière que la nôtre, d'une part. D'autre part, ça remet un peu le savoir à un niveau plus proche des enfants. C'est quelque chose qui est accessible. C'est un pouvoir accessible pour eux, dont ils vont pouvoir se servir pour aussi progresser. C'est-à-dire que le tuteur progresse autant que le tutoré, si on peut l'appeler comme ça, que celui qui est en formation. À ce niveau-là, c'est une pédagogie qui fait appel à une autre philosophie qu'on peut appeler anti-autoritaire ou non autoritaire, dans la mesure où effectivement il y a un partage de cette transmission de savoir. Donc il n'y a pas que les adultes qui sont détenteurs de ce savoir. Mais, et en parallèle, ça met donc les formateurs officiels, donc les instituteurs ou les professeurs, dans un espèce d'inconfort, un déséquilibre, qui est à mon avis quelque chose qui est une dynamique nouvelle. Et désormais, pauvre princesse, ayant trouvé le fruit magique, cette banane, un peu trop faite, un peu trop blette, elle se retrouve un peu moins chouette qu'elle aurait cru. Borner l'éducation des enfants du peuple à l'apprentissage d'un métier, c'est, dit Robin, la forme moderne de l'esclavage. Et évidemment pour lui, il n'en est pas question. Le travail technique ne commençait qu'après l'obtention du certificat d'études. Et le certificat d'études à cette époque, je le dis par parenthèse parce que maintenant c'est complètement changé, mais à cette époque c'était à 12 ans. Cette forme d'éducation intégrale, couplant l'apprentissage en atelier et puis les cours complémentaires d'instruction générale proposés par Paul Robin, était présente dans la totalité de notre travail. Et là, à Sampuy, Paul Robin va fonder toute sa pédagogie sur 3 principes essentiels. Premier principe, surtout ne pas spécialiser trop tôt. Et Robin propose même de laisser l'enfant papillonner. Papillonner, c'est-à-dire aller voir, aller regarder, aller observer, se laisser guider par sa curiosité vers toutes les formes de savoir possibles. Quand tu sors, t'es avec tes camarades, t'es encore dans l'école, ça veut pas dire que t'es dans la rue et que tu dois faire n'importe quoi, mais t'es toujours à l'école, sauf que t'es plus responsable. Alors qu'à l'école, les adultes sont responsables de nous et dehors, on est responsable presque tout seul, un peu tout seul. Deuxième principe de Robin, lutter contre toutes les emprises qui peuvent s'exercer sur la conscience. L'emprise de l'Église, l'emprise du clergé, l'emprise du nationalisme, l'emprise des idéologies de l'ordre moral. Et pour cela, bien sûr, mettre l'enfant en contact avec l'esprit rationnel, avec l'enseignement des sciences. Et enfin, troisième principe de Robin, ne pas seulement s'occuper de l'intellect, s'occuper de l'esprit, mais aussi s'occuper du corps. Et Robin sera un des premiers à introduire l'éducation physique, à amener ses enfants à la piscine, à leur faire des courses dans les bois, à organiser ce qui déjà ne s'appelle pas encore, mais s'appelle aujourd'hui des classes vertes. Vous suivez personne. Chacun le fait pour soi, en épousant tout l'espace. On est d'accord? Allons-y. On prend l'espace. Non, on ne coupe pas. Oui, c'est bien ce que tu as fait, tu as évité. Stop! Laisse là. Bouge pas, on va faire un autre exercice en même temps. Regarde-moi. Regarde ça. Là. La tête. Oui. Voilà. Tu dors. Dans un premier temps, l'école de la République est fière de pouvoir exhiber les réussites pédagogiques de Robin. On le fait venir à Paris dans des expositions. Les travaux de ses élèves, en particulier en matière artistique, font l'objet d'une admiration générale.
le plus clair de ma richesse, c'est ma liberté. Alors l'enseignement artistique tel que je l'ai connu de mon temps, directement hérité de Robin pour ce que j'en ai entendu et retenu, c'était d'une part cours de dessin et de modelage, par exemple, dans l'enseignement général, et cours de solfège dans toutes les classes, et sélection pour arriver à la fanfare qui répétait 2 fois par jour. Et puis il y a un casus belli. C'est que Robin, depuis toujours, est un militant féministe convaincu, partisan de l'égalité des sexes. Or, la mixité qu'il prône est un tabou. C'est même un interdit. Alors Robin, à la suite d'une très violente campagne de dénigrement menée par la droite et l'extrême droite, va être démis de ses fonctions en Conseil des ministres. Robin voulait subvertir complètement les stéréotypes. On lit dans certains rapports sur l'orphelinat de Sampuy qu'on y voit des jeunes filles faire de la menuiserie, des garçons tricoter des mitaines. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la mixité que nous avons faite, il y a véritablement une égalité de traitement et une égalité de chance entre les garçons et les filles? Dans notre pays, on ne discute pas la mixité. On pense que ça a été un progrès, et puis ça y est. Bon, la société est mixte, on a fait un progrès, on a mixé les classes. Dans d'autres pays, ça a interrogé, et en général, l'interrogation sur la mixité sexuelle, justement, a été parallèle aux interrogations sur la mixité sociale. Les garçons et les filles, en général, arrivent à l'école différents déjà. Et fermer les yeux sur les différences, c'est en fait fermer les yeux sur des inégalités. Donc quand on compare les attitudes des élèves, ce qu'apprennent les élèves selon qu'ils sont dans les classes mixtes ou non mixtes, qu'est-ce qu'on voit? Que les garçons comme les filles adhèrent plus aux stéréotypes de sexe. Par exemple, dans les classes mixtes, les garçons vont trouver normal d'être bons en maths ou en physique ou en informatique. Par contre, les lettres, les langues, ça paraîtra un peu féminin, donc ils vont s'abstenir de briller. Je pense que ça handicape les élèves, ces stéréotypes, ça leur colle à la peau et ça les canalise, alors que l'école est faite pour libérer. Ça les contraint. Je crois que l'école, à la matière, elle pêche par abstention. Elle veut pas voir. La mixité, c'est évident, donc on n'en parle pas. Mais c'est pas si simple. Il y a quand même des problèmes dans les relations entre les hommes et les femmes, entre les adolescents et les adolescentes. Si on n'en parle pas parce que c'est un autre monde, l'école est coupable. Pour l'historien à courte vue, l'expérience de Robin est sans doute un échec. La direction d'un orphelinat pendant quelques années, des idées presque oubliées ou complètement banalisées. Et pourtant, Robin reste encore aujourd'hui une source d'inspiration extrêmement forte. Son projet d'une éducation égalitaire est un projet qui peut nous inspirer, qui doit nous inspirer, qui doit nous aider à dynamiser, peut-être même à dynamiter certains aspects de notre société qui restent profondément inégalitaires. 19 à 0, 05 04